Docteur Sango, le discours de M. Diomaye, la posture qu'il adopte aujourd'hui a du mal à passer. Je vous demanderai pas pourquoi, mais peut-être pourquoi est-ce que ce discours n'est pas accepté? Pourquoi on ne voit pas une certaine sincérité, justement, dans la posture, la position aujourd'hui du président sénégalais? Il appelle à une coopération, quand même, entre la CEDEAO et l'AES. Est-ce qu'une telle déclaration, une telle sortie ne voudrait pas dire que oui, nous acceptons finalement l'idée qu'il y ait une autre organisation telle que l'AES et maintenant on devrait peut-être évoluer, aller dans le sens, en tout cas aller plus loin et penser plutôt à une sorte de coopération contrairement à la mission qui lui avait été assignée, c'est-à-dire à ramener les États de l'AES au sein de la CEDEAO? Je pense que Diomaye Faye est plus dans des discours, dans des paroles qu'il ne l'est dans des actions. Et cette façon de faire n'augure pas, n'assure pas et ne rassure pas les panafricanistes, les Africains qui ont soif aujourd'hui de voir les Africains prendre leur destin en main. Oui. C'est justement pourquoi son discours aujourd'hui ne passe pas. Ne rassure pas parce que c'est un discours ambivalent, c'est un discours qui est beaucoup plus astral qu'il ne l'est du point de vue terrestre. Il faut savoir que Diomaye Faye, c'est quelqu'un qui est aujourd'hui en train de privilégier une sorte c'est-à-dire, il veut manager les deux côtés. Il est avec l'impérialisme, mais il donne l'impression qu'il est aussi avec les panafricanistes. Et cette façon de faire tire même ses origines depuis qu'il est candidat, qu'il a été candidat à l'élection présidentielle. Vous savez qu'il est devenu président justement à cause de ces manipulations dans les discours. Il surfe sur le panafricanisme et les populations le suivent, mais dans les actions, il ne fait pas véritablement ce que les populations lui demandent de faire. Aujourd'hui, en réalité, il est devenu presque impossible, presque totalement, c'est-à-dire irréaliste de penser que la CEDEAO et l'AES peuvent faire bon ménage. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'en réalité, entre les deux, il n'y a que des divergences. Justement parce qu'entre les deux, il n'y a que des discointances. Du point de vue des objectifs, comme du point de vue, n'est-ce pas, des actions sur le terrain. C'est de ça qu'il est question. Il n'y a rien, n'est-ce pas, qui met en commun ces deux organisations. La CEDEAO, lorsque vous voyez son organisation et son fonctionnement, il y a encore à l'intérieur de la CEDEAO des velléités impérialistes du point de vue de l'influence, du point de vue, n'est-ce pas, de la présence occidentale. Or, on voit que du côté des États de l'AES, il y a une sorte d'indépendance, une sorte de souveraineté, une sorte, n'est-ce pas, de volonté d'évoluer par soi-même. Autre chose, lorsque vous voyez des projets qui sont portés par ces organisations-là, aujourd'hui, vous ne pouvez pas dire que vous voulez être autonome, vous voulez être souverain, vous voulez être indépendant et ne pas vous attaquer au sempiternel problème de la monnaie. Mais est-ce que ce n'est pas trop tôt? Non, Madame Sité. Est-ce qu'on ne demande pas au gouvernement actuel du Sénégal, voilà, qui vient à peine de prendre le pouvoir, si on peut le dire comme ça, que ce n'est pas trop tôt? Vous savez, la convocation du facteur temps dans l'explication des dynamiques indépendantistes et révolutionnaires est en réalité un élément, comment dirais-je, casuel, un élément dépassé, un élément qu'on ne doit plus de plus en plus mettre sur la table. Parce que lorsque vous voyez d'où viennent les pays africains, lorsque vous voyez le passé des États africains, lorsque vous voyez les rencontres que le continent africain a eu à faire avec les pays occidentaux, c'est Dr Yam qui parle souvent du viol, parce qu'on ne peut pas parler de relations, on ne peut pas parler de rapports, encore moins de partenariats. Vraiment, ça vous donne l'envie de rompre directement. La convocation de l'élément financier est important et on ne doit plus dire qu'on doit prendre le temps pour faire cela. Si on ne peut pas trouver une solution, une baguette magique pour résoudre ce problème, il y a quand même des méthodes alternatives. Est-ce que vous savez ce qui se passe aujourd'hui à l'intérieur des États de l'AES?
les États de l'AES sont en train de privilégier, n'est-ce pas, une certaine stratégie binaire de la monnaie. Oui. Qu'est-ce que la stratégie binaire? En réalité, c'est une stratégie. La stratégie binaire, c'est la stratégie qui consiste à faire quoi? C'est-à-dire, le franc CFA qui est aujourd'hui en vigueur dans ces États-là, on prend le franc CFA, on le réduit au niveau des échanges sur le plan interne. C'est-à-dire, au niveau du Mali, du Niger, du Burkina Faso, les populations peuvent acheter du pain avec le CFA, peuvent acheter des habits avec du CFA, peuvent aller se ravitailler au marché avec du CFA. Mais sur le plan macroéconomique des échanges internationaux, les États privilégient le troc. Qu'est-ce que le troc? Le troc, en réalité, c'est un mécanisme d'échange économique qui permet d'échanger quelque chose contre une autre chose. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Les pays de l'AES échangent leurs matières premières et leurs ressources naturelles contre les devises internationales portées par certaines puissances telles que les États-Unis, la Chine, etc., etc. Et c'est en train de fonctionner. C'est une stratégie qui acte la sortie du franc CFA. Ça fragilise le franc CFA et ça ne donne plus au franc CFA le poids qu'il avait toujours eu dans le passé. Donc en réalité, moi je dis que Diomaye Faye est en train de poser des actions qui ne rassurent pas les Africains parce que il est aujourd'hui impossible de donner des circonstances atténuantes à la CEDEAO. La CEDEAO, c'est un cancer pour le développement africain. Tout partenaire qui reste solidaire à la CEDEAO est ennemi aux dynamiques de l'AES. Il ne peut pas jouer ce parlementarisme-là. Ça ne peut pas passer. La population ne peut pas l'accepter. Diomaye Faye est beaucoup plus dans des discours parce que dernièrement, il s'en est offusqué contre les bases militaires étrangères. Oui, bien sûr. En disant que l'indépendance ne s'accommode pas avec la présence des bases militaires étrangères. Oui. Mais, what next? Lorsqu'il fait ça, quelle est l'action qui suit? Attendons de voir. Non. Peut-être qu'il y a une action qui va suivre. Quelle est l'action qui suit, Madame Siké? Il faut dire que le Sénégal souffre, n'est-ce pas, de son passé colonial. C'est-à-dire le Sénégal a été pensé comme étant un État où l'impérialisme, la France-Afrique se déploie du point de vue, n'est-ce pas, opérationnel. Lorsque vous voyez l'histoire de ce pays-là, quelle que soit la volonté et les dynamiques de certains présidents qui veulent sortir et inscrire le Sénégal dans la dynamique panafricaniste, il y a toujours des pesanteurs. Il y a toujours la réalité sénégale qui les rattrape. D'accord? Le Sénégal de Léopold Sédar Senghor. Regardez tous les présidents qui se sont succédés après Senghor jusqu'à Diomaye Faye aujourd'hui. Il y a une sorte de pesanteur qui empêche à ces présidents-là de sortir véritablement de l'influence occidentale et fondamentalement française. Donc moi je pense que Diomaye Faye aujourd'hui doit sortir de cette politique de deux mesures, de cette politique où il doit manger dans les deux côtés. Oui. Non, aujourd'hui les États de l'AES ne sont pas dupes. Les États de l'AES aujourd'hui conçoivent comme alliés ceux qui posent des actions concrètes, prises dans des situations elles-mêmes concrètes. Il est question de prendre position de manière officielle. Il n'est plus question de dire que oui, il faut collaborer avec la CEDEAO, il faut faire ceci et cela. Non. Il est question de s'attaquer aux éléments de colonialité qui permettent aux États occidentaux de nous tenir. Diomaye Faye est dans le discours. Il se prononce peut-être du point de vue discursif sur ces éléments, mais il ne pose pas des actions concrètes. C'est ça qui est la question. Regardez le cas du Tchad, oui, par exemple. Parce qu'il faut toujours faire une analyse holistique globale lorsqu'on parle des problèmes africains aujourd'hui. Vous savez que le Tchad, dans un passé récent, était aussi dans cette situation à peu près sénégalaise que nous vivons là. Puisqu'on avait quand même des inquiétudes du Tchad, compte tenu de la manière dont il est arrivé au pouvoir, compte tenu de son rapprochement avec ces puissances tutélaires françaises. Mais aujourd'hui, on voit que le président tchadien a compris qu'il est important de prendre position. Important de prendre position. Il est important de sortir de cette diplomatie manichéenne qui voudrait que vous êtes ici, vous êtes là-bas, vous êtes ici, vous êtes là-bas.
C'est vrai, on va vous dire que la diversification des partenariats économiques, mais il y a diversification des partenariats économiques que dans la mesure où vous retirez un intérêt dans cette diversification-là. Vous ne pouvez pas dire que vous faites une diversification des partenariats économiques avec des partenaires qui travaillent pour vous enterrer économiquement. C'est-à-dire aujourd'hui, l'Afrique doit savoir quel partenaire il doit utiliser. L'Afrique doit savoir quel partenaire il doit privilégier. Donc j'étais donc sur le cas du Tchad pour dire que le président Kaka, depuis un certain temps, est passé des discours pour des actions. D'accord? Il s'est montré solidaire du point de vue discursif aux États de l'AES. Il a refusé que le Tchad soit un passage pour déstabiliser le Niger. Il a chassé les bases militaires étrangères américaines qui étaient sur son sol. Il ne s'est pas arrêté là, il a chassé, il est en train de vouloir chasser et il a même déjà chassé parce qu'il a déjà pris une décision, les bases militaires françaises de son territoire. Voilà les actions que les États africains doivent poser aujourd'hui en termes d'assurance et de réassurance des Africains. C'est de ça que les questions. Le président Kaka est en train de se positionner. Il est en train de montrer au niveau, n'est-ce pas, de l'opinion africaine et même internationale qu'il est en train de choisir son camp. Quel est son camp? Son camp, c'est le camp de l'autonomie. Son camp, c'est le camp de la souveraineté. Son camp, c'est le camp de l'indépendance. Et maintenant, lorsque vous avez pris un tel camp, vous travaillez maintenant pour construire donc les dynamiques qui vont vous permettre d'implémenter votre idéologie. Et on voit qu'il est dans cette dynamique-là. On voit qu'il se rapproche beaucoup plus des partenaires aujourd'hui qui conçoivent les États comme des entités souveraines et non plus comme des entités de domination impérialiste, coloniale et néocoloniale. C'est de ça qu'il est question aujourd'hui. Donc moi, je pense que le président sénégalais devrait véritablement choisir un camp et on ne lui ferait pas le procès pour ça. S'il dit de manière péremptoire et ostentatoire qu'il est encore un élément de la France-Afrique, je ne pense pas qu'il va cesser d'être président du Sénégal. On va tout simplement comprendre qu'il a choisi son camp et il travaille, n'est-ce pas, pour les intérêts de son camp. À peu près comme disait Fanon, chaque personne, chaque génération doit découvrir la mission qui est la sienne, soit l'accomplir, soit la trahir. Donc on aura tout simplement compris qu'il a trahi sa mission, c'est tout. C'est de ça qu'il est question aujourd'hui. Diomaye Faye doit comprendre que les dynamiques aujourd'hui au niveau africain sont de plus en plus portées par la volonté de prendre en main la souveraineté. Et c'est ça qui est en train de lui mettre la pression. C'est-à-dire, lui-même, il sent que c'est difficile aujourd'hui d'être à la tête du Sénégal et de ne pas travailler conformément à cette dynamique-là. Lui-même, il se sent pressé. Oui. Il se sent pressé, mais il résiste. Il résiste. Alors, cette résistance-là, en réalité, ne va pas durer. Elle ne va pas durer parce que lorsque vous voyez la défactation des pôles de centralité sur le plan international aujourd'hui, lorsque vous voyez, n'est-ce pas, la configuration et même la réconfiguration des rapports de force aujourd'hui sur le plan africain qui mettent en difficulté la France, il faut être quand même naïf pour penser qu'il faut encore continuer à compter sur cette France-là. Regardez ce qui se passe aujourd'hui en France du point de vue de la politique interne. D'accord? Une motion de censure portée par les députés contre un ministre qui a été imposé contre les règles, entre guillemets, démocratiques, puisque c'est eux qui disent qu'ils sont des pays démocratiques. Qu'est-ce que la démocratie voudrait? La démocratie voudrait que le Premier ministre soit issu du bord des partis politiques qui ont gagné les élections législatives. Tout à fait. En France, c'est la gauche et l'extrême droite qui sont arrivés à la tête des élections législatives. Mais Emmanuel Macron a imposé aux Français quelqu'un qui a échoué aux élections, quatrième en termes de position, pour venir le mettre comme premier ministre. Vous avez vu la motion de censure. Cette motion de censure, en réalité, n'exprime pas seulement la crise démocratique au sein de la France, mais aussi et surtout est l'expression d'une crise budgétaire qui est la conséquence de tout ce que nous vivons aujourd'hui en Afrique. C'est de ça qu'il est question aujourd'hui. C'est pour cela que, quel que soit le premier ministre que Emmanuel Macron va nommer en France, il va toujours connaître la motion de censure. Même problème. Parce que le problème n'est pas seulement le problème de représentativité démocratique, mais le problème est budgétaire.
le budget que le Premier ministre avait déjà présenté en France n'a pas été voté. Donc, la France va passer une année sans budget. Elle sera obligée d'utiliser le budget de l'année passée. Mais cette façon de faire va davantage la plomber dans des crises économiques parce que le budget de l'année passée ne tenait pas en compte les réalités de l'année nouvelle. Donc, on doit comprendre tout simplement que la France aujourd'hui n'est pas quelqu'un, n'est-ce pas, qui influence encore sur le plan international. Oui. Et j'ai souvent l'habitude de vous poser la question, de dire que qui de la France et de l'Afrique aujourd'hui au XXIe siècle ne peut pas vivre sans l'autre? C'est-à-dire, si on pose sincèrement cette question, en analysant les agrégats économiques, géopolitiques, géostratégiques, à n'importe quel Africain et même occidental ou américain, qui de l'Afrique et de la France ne peut pas vivre sans l'autre aujourd'hui? C'est la France qui ne peut pas vivre sans l'Afrique. Mais pourquoi les gens donnent l'impression que si la France n'est pas avec nous, nous allons suffoquer? Pourquoi est-ce que nous sommes encore dans cette logique-là? C'est-à-dire ce complexe de la mentalité coloniale, nous l'avons encore dans nos têtes. Il est important que nous nous affranchissons de cela et de comprendre que la réalité est claire aujourd'hui. La France ne représente plus rien dans la galaxie géostratégique des États dans le monde. La France, c'est une coque. La France, c'est un cancer. Il est impératif qu'on nous en débarrasse pour qu'en réalité, nous puissions sortir la tête de l'eau et impulser les dynamiques de notre développement. Donc, à votre question, pourquoi est-ce que le discours de Faye ne rassure pas les Africains? C'est justement parce que il ne colle pas, il n'adjoint pas les actions à ses discours. Il est encore dans une sorte de parlementarisme de couloir où il veut manger, n'est-ce pas, dans des deux blocs. Il veut faire plaisir aux deux côtés. Il ne veut pas percer l'abcès. Il est encore dans ce que j'appelle l'agitation de surface, au lieu de faire ce que j'appelle souvent le soulèvement de profondeur. Merci à vous.